Bienvenue, aujourd'hui on explore ensemble Ikunoku à Osaka. On va se pencher sur ses histoires, ses trésors cachés grâce aux documents qu'on a pu consulter. Ikuno, c'est vraiment un lieu fascinant, je trouve. Un mélange d'histoires très anciennes, de légendes, et puis ce côté multiculturel très présent aujourd'hui. Notre mission, si on peut dire, c'est un peu de gratter la surface, de voir ce qu'il y a derrière. Tout à fait. Et pour ça, on a des sources assez diverses, hein. Le site de la ville, des pages type Wikipédia, des articles de blog, de presse, jeunesse même, et puis des notes sur l'histoire industrielle. Ça promet d'être riche. Oui, ça donne une bonne base pour comprendre le quartier. Parfait. Alors commençons par le commencement. Les origines. Ikuno, ça n'a pas toujours été Ikuno au siège. J'ai lu des noms comme Kudara-no. Exactement. Kudarano, ça fait référence aux plaines où vivaient apparemment des immigrants venus de Bakgé, en Corée. D'accord. Et il y a aussi Ikano. Ah oui, Ikano, ça voudrait dire le champ où l'on élève des cochons, c'est bien ça? C'est ça, une compétence qu'on associe à ces anciens immigrants, les Datarain, les Toraijin. Intéressant. Mais ce qui est peut-être encore plus parlant, c'est comment le nom actuel Ikuno serait né. D'une légende. Ah, la fameuse légende d'Ikuno Choja. Racontez un peu. C'est l'histoire classique du notable local, un homme riche dont l'enfant était muet. Oui? Et c'est le prince Shotoku, en personne, figure quasi mythique, qui serait intervenu. Il aurait rendu la parole à l'enfant, mais à une condition. Laquelle? Que le père restitue des reliques bouddhiques, les charis, qu'il détenait indûment. Ce qu'il a fait, évidemment. Et en remerciement, il aurait fondé un temple, le Shari Sonsho-ji. Et ce temple? Il existe toujours, C'est ça qui est fou. et c'est lui qui aurait donné son nom au quartier, ou du moins qui y est lié. Ikuno viendrait de là selon cette tradition. Incroyable. Une légende qui marque encore le lieu aujourd'hui. Mais Ikuno, ce n'est pas que des légendes, il y a aussi du concret, du très ancien même. Le plus vieux pont du Japon. Alors, oui, le plus ancien documenté, c'est important. Le pont Ikai-Nutsu Bridge. Mentionné dans le Nihon Shoki, c'est ça, daté de 323. C'est la date traditionnellement citée, oui. On l'appelait aussi Obase ou Tsurnorashi, le pont des grues. Le pont des grues, joli nom. C'était un point de passage clé à l'époque vers les provinces de Kawachi et Yamato. Et aujourd'hui? Il en reste quelque chose. Le pont lui-même, non. L'ancienne rivière a été comblée. Mais il y a une stèle commémorative, Tsuruno-Rashiato, près de la gare de Momodani. Ah, d'accord. Et le pont moderne, qui enjambe la rivière Hirano, juste à côté, s'appelle Ikaino Shinbashi. L'héritage du nom est là. Fascinant de voir ces traces du passé. Bon, faisons un saut dans le temps. Ikuno, aujourd'hui, c'est très marqué par sa population étrangère, non quoi? Ah oui, énormément. C'est même l'arrondissement d'Osaka où la proportion est la plus forte. Ah oui, on a des chiffres? Autour de 23% en 2024, il me semble. Et ce sont majoritairement des Coréens Zainichi. Zainichi, faut peut-être préciser. Oui, c'est un terme qui désigne les résidents coréens de longue date au Japon et leurs descendants. Beaucoup sont issus des vagues de migration du début du XXe siècle, de l'époque coloniale. Ah ah, parfois forcé, pendant la guerre aussi, j'imagine. Exactement, pour le travail notamment. Et beaucoup sont restés après la guerre. Et c'est leur installation durable qui a vraiment façonné une partie du quartier. Et ça se voit où concrètement, cette présence? Le plus visible, c'est bien sûr Koreatown. Ikino Koreatown. Sur la rue commerçante Miyokidori Shotengai, c'est ça? Hmm, J'ai entendu dire que ça avait une ambiance très coréenne, justement. c'est tout à fait ça. C'est né d'une initiative pour redynamiser un marché local, dans les années 80-90. Ah d'accord, c'est pas si vieux que ça, alors comme Koreatown officiel. Non, mais l'histoire de la présence coréenne est bien plus ancienne. Mais ce quartier commerçant, quel qu'il y ait aujourd'hui, est devenu un pôle d'attraction. Ça grouille de vie, ça rappelle vraiment les marchés de Séoul, type Namdaemun. Et on y trouve quoi? Du kimchi, j'imagine? Ah oui, du kimchi sous toutes ses formes. Mais aussi plein de spécialités culinaires. Des produits importés, des restaurants, des vêtements traditionnels comme les chimajogori. C'est vraiment un bout de Corée à Osaka. Ça donne envie d'aller voir. Mais Ikuno, ce n'est pas que Koreatown. Il y a aussi un passé industriel moins connu peut-être. Absolument. On a tendance à l'oublier, mais une partie du quartier, notamment autour de Tajima, c'était le grand centre de production des lentilles de lunettes au Japon. Ah bon? Oui, il dominait carrément le marché jusque dans les années 60. Et puis, il y avait aussi une forte industrie textile, avec beaucoup d'ouvrières, les Joko. C'est une autre histoire, plus sociale, du quartier. C'est fou, toutes ces strates qui se superposent. Et ça nous amène aux trésors cachés, aux pépites un peu insolites. J'ai noté un nom,
Ganbagashi Onsen. Ah là là, le jeune Bakashi Onsen. Oui, ça c'est une curiosité, c'est un sento, un bain public. Comme on en trouve beaucoup au Japon, mais celui-là. Celui-là, il est spécial. L'architecture est complètement inattendue. Un style occidental un peu éclectique, bizarre même. Et le clou du spectacle. Les statues de la liberté. Exactement. 2 statues de la liberté à l'étage. Plus des shashioko, ces créatures de toit très japonaises. Un mélange improbable. Mais pourquoi des statues de la liberté sur un bain? Alors là, l'explication la plus drôle, c'est un possible jeu de mots. Ah oui. Entre New York, prononcé à la japonaise, et New Yorku, qui veut dire prendre à bain. Non, c'est génial. C'est une hypothèse, hein, mais c'est amusant. En tout cas, ce bain est tellement unique qu'il a été le tout premier sento classé bien culturel matériel enregistré du Japon en 1998. Aurait été construit par un ancien passeur nommé Gen. Un passeur. Oui, sur l'ancienne rivière Nekomagawa. L'histoire dit qu'il était rongé par le remords après un drame, sa fille se serait noyée et il aurait utilisé sa fortune pour bâtir ce pont pour expier. Décidément, ce quartier est plein d'histoires. Et rapidement, d'autres lieux à ne pas manquer? Il y a le Mikochi Yamakofun, un ancien tumulus impérial transformé en parc. Fait amusant, c'est là qu'était l'observatoire météo d'Osaka pendant longtemps. D'accord. Et puis bien sûr plein de temples et sanctuaires plus discrets, comme le Miyuko Mori Tenjin-gu, lié aussi à la communauté coréenne, ou le Tajima Jinja. Chaque lieu a sa petite histoire. Bon, alors, si on essaie de résumer tout ça, Ikunoku, c'est loin d'être juste un quartier d'Osaka parmi d'autres. Clairement pas. C'est une sorte de livre d'histoire à ciel ouvert. On a des légendes millénaires qui côtoient des vestiges de ponts antiques, la mémoire d'une industrie passée, et puis ce cœur vibrant de la culture coréenne en plein Japon. Sans oublier ces pépites architecturales un peu folles comme le Genbagashi Onsen. C'est exactement ça. Un vrai palimpseste, comme vous disiez. Plusieurs couches d'histoire et de vie qui coexistent. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie finalement? Ça pourrait peut-être nous inviter à une réflexion, non? La prochaine fois qu'on traverse un quartier qui nous semble ordinaire, banal, Oui. est-ce que savoir qu'il y a peut-être, sous la surface, des légendes de princes et de reliques, l'histoire du plus vieux pont du pays, des récits d'immigration, des usines oubliées, ou même un bain public avec des statues de la liberté, est-ce que tout ça, ça ne change pas notre regard? Si forcément, ça donne de la profondeur, du relief. Voilà comment cette connaissance de l'histoire cachée peut transformer notre perception d'un lieu et, peut-être, enrichir notre propre expérience quand on s'y promène. C'est une pensée à garder en tête, je crois.